Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'Anne Hébert. Anne Hébert est une écrivaine importante dans l'histoire du Québec. Elle naît à Sainte-Catherine-de-Fonsembeau, qui s'appelle aujourd'hui Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'est important parce que c'est un paysage qui va la marquer et qui va servir son œuvre considérablement. Elle est née dans une famille bourgeoise, une famille très importante de notables, de politiciens. Et c'est une famille qui tient beaucoup à la culture. Donc, très jeune, elle va être encouragée à écrire, à apprendre le piano, ce qui va être une influence déterminante, c'est qu'elle va côtoyer à Sainte-Catherine son cousin plus vieux, qui est Hector de Saint-Denis-Garneau, qui est un poète important au Québec. Et à cette époque-là, dans les années 30, Saint-Denis-Garneau est avec une revue qu'il a fondée avec des amis, Jean Lemoine, entre autres, Robert Élie. C'est la revue La Relève, qui est une revue qui s'inspire des théories du travail de Jacques Maritain. C'est sûr qu'en France, les années 30, puis le nom de Maritain, ça ramène à une espèce de réveil du catholicisme. Il y a toute une génération de mystiques qui vont redécouvrir la religion, Léon Bloy, Paul Claudel. L'œuvre de Maritain n'a pas du tout le même sens au Québec qu'en France. Au Québec, il n'y a pas de renouveau du catholicisme dans les années 30 parce que le catholicisme est omniprésent. C'est une religion d'État. Alors, ce que la Relève représente, c'est une nouvelle interprétation du catholicisme qui va le rendre un peu plus ouvert. Donc, il y a une petite connotation plus progressiste, je dirais, à la revue La Relève que ce qu'on pourrait trouver, par exemple, pour une revue équivalente en France à la même époque. Anne Hébert va pas participer longtemps ou beaucoup à la revue La Relève. Elle va publier à La Relève, mais ça reste un passage. Ce qu'elle aime surtout, ce sont les jours d'été dans la forêt, sur le bord de la rivière, avec Saint-Denis-Garneau et ses amis, les discussions qu'elle a autour de la littérature. Mais comme jeune, elle va être malade, elle va rester enfermée un temps et c'est là qu'elle se met à écrire. J'avais une perception erronée de l'importance historique d'Anne Hébert au Québec parce que j'avais l'impression qu'elle appartenait à la génération des grands romanciers des années 60 comme Marie-Claire Blais ou Régent Ducharme. En fait, elle commence à écrire puis à publier beaucoup plus tôt. Dans les années 40, elle va publier déjà un premier recueil de poésie, Les Songes en équilibre. Après ça, elle va tourner le dos à ce livre-là. Mais dès le début des années 50, 1952, il y a le Torrent. 1953, le Tombeau des rois. Donc, elle publie au début des années 50 et est beaucoup plus proche, par exemple, d'une figure comme Gabrielle Roy que d'une figure comme Marie-Claire Blais, même si elle a côtoyé les deux. Si elle écrit toute sa vie de la poésie, du récit bref, des nouvelles, des contes, il reste que c'est dans le roman qu'elle va vraiment briller. Et dès le premier roman qu'elle écrit, il s'agit des Chambres de bois. La première phrase, on voit tout de suite la force d'écriture d'Anne Hébert. C'était au pays de Catherine, une ville de hauts fourneaux flambant sur le ciel, jour et nuit, comme de noirs palais d'Apocalypse. Ça, c'est vraiment la phrase avec laquelle on rentre dans le roman. Alors, vous voyez un peu
le type d'écriture. C'est une écriture avec laquelle j'ai eu de la difficulté parce que on s'attache pas nécessairement ni au récit, ni au personnage. C'est pas une écriture enflammée, pleine de passion. Anne Hébert va toujours garder une certaine distance, autant avec son sujet qu'avec son lecteur, qu'avec sa propre histoire personnelle. Un roman important qu'elle va écrire, c'est Kamouraska. Ça se passe au 19e siècle, en plein hiver rigoureux, et elle va écrire une partie importante de ce roman-là à Menton, qui est situé dans le sud de la France. Elle va écrire ça l'été sur le bord de la plage. Donc, il n'y a rien à voir entre le moment où elle écrit et le sujet où elle écrit. D'ailleurs, elle va passer une grande partie de sa vie en France. Tout le long qu'elle va être en France, elle va écrire sur le Québec. Elle va revenir au Québec à la fin de sa vie pour faire des romans où il est question de la France. Donc, il y a toujours cette mise à distance, même géographiquement, elle va s'éloigner du lieu dont elle parle. Ceci dit, malgré une certaine froideur dans l'écriture, il y a une lente hypnose qui s'installe avec Anne Hébert, et c'est ça qui est séduisant. Les deux romans qui ont eu la plus grande renommée, c'est Kamouraska et Les Fous de Bassan. Il y a une série de 4 romans qui, moi, m'impressionne beaucoup, qui est Kamouraska, Les Enfants du Sabbat, Héloïse et Les Fous de Bassan. Je pense que mon roman préféré d'Anne Hébert, c'est Héloïse. C'est l'histoire d'un couple qui est très amoureux, et il va y avoir une panne dans le métro. Et à cause de cette panne-là, le gars dans le couple va apercevoir une femme, et à partir du moment où il l'aperçoit, c'en est terminé de l'amour qu'il portait à sa conjointe. Et là, vraiment, c'est le début de la tragédie. Et je vais vous en lire un extrait, vous allez voir, ce qui est impressionnant, c'est la précision du vocabulaire. Portez attention, entre autres, aux adjectifs. Ce que Bernard craignait le plus au monde vient d'arriver. Une panne dans l'obscurité d'une station fermée. Ce lieu est interdit au public. Bernard a la gorge serrée, un poids sur la poitrine. Les voyageurs sont inquiets. Le contrôleur sur le quai tente de rassurer tout le monde. Messieurs, dames, vous êtes priés de rester à vos places. Un petit ennui technique est survenu qui sera bientôt sous l'entier contrôle de la RATP. Des ouvriers surgissent sur le quai avec leurs lampes de poche. Ils s'affairent pour réparer la panne. Ordre divers crié. Le métro se remet en marche dans un grand vacarme. Dominant le bruit, un net claquement de portières, la lumière s'allume à nouveau. Bernard sent un regard posé sur lui. Il lève les yeux. Une jeune femme l'observe avec insistance. Bernard éprouve une gêne insupportable. La jeune personne qui se tient devant lui est incroyablement belle et pâle, pétrifiée dans son âge parfait. Les yeux sombres remontent vers les tempes. Bernard tente de soutenir le regard de la jeune femme, mais en vain. Il baisse les yeux inexplicablement, puis contemple la jeune femme à nouveau, à la dérobée. Il s'étonne de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Comment cela est-il possible? Une créature aussi singulière ne peut passer inaperçue. Elle devait être assise sur une banquette à l'autre bout du wagon. Le voici maintenant debout, à côté de Bernard, subissant tout contre lui les secousses du métro, sans se raccrocher à rien, droite et souveraine, comme insensible aux vibrations du train en marche. Je m'excuse, je me suis accroché vers la fin, mais il y a deux
Il y a deux passages là-dedans qui sont quand même quelque chose. C'est la jeune personne qui se tient devant lui est incroyablement belle et pâle, pétrifiée dans son âge parfait. Donc on sent qu'il y a quelque chose de figé dans cette beauté-là, et ça va jouer plus tard dans le roman. Et l'autre passage qui est quand même quelque chose, c'est lorsqu'on la décrit comme droite et souveraine, comme insensible aux vibrations du train en marche. Des moments comme ça dans Anne Hébert, il y en a plein. C'est une œuvre. C'est drôle parce que la découverte de cette œuvre-là s'est faite en même temps pour moi que celle de Tarkovsky, et ils ont eu un peu le même effet. C'est-à-dire d'être d'abord fermé et de m'éloigner, puis tranquillement d'avoir sur moi cette séduction progressive. En fait, je suis face à l'œuvre d'Anne Hébert un peu comme Bernard est devant cet inconnu, c'est-à-dire que il la voit, puis elle va disparaître et elle va laisser une trace. C'est ça, Anne Hébert. C'est une espèce de trace qui reste pour avoir vu quelque chose de marquant.